almost answered that by saying, what do you think about, you know, the new 3D movies and the, you know, all this, the computer generation movies and all that? I mean, you almost said it, but this was part of the question. I think it's, you know, it's fine. It has a place in cinema. It's just, it's not what I do. And the only sad loss is that cinema used to have a multiplicity of subject matter. And now, unfortunately, it's become very narrow, and the kind of films that are being made are for a very particular audience. So that, you know, different subjects are just not tackled. They're not people. It's too easy in Hollywood because they're only interested in the money, and the money is in younger audiences for these kind of films. It's okay. Some of them are quite brilliant, I think, with regards to the technology. It's a different cinema to cinema that I represent. Which one do you find brilliant? Still listening. You don't know? Alors c'est vrai que ce qui concerne la 3D, bien sûr que la 3D fait désormais partie de l'histoire du cinéma. Ce n'est simplement pas mon cinéma. Ce que je constate surtout et déplore, c'est la perte de films qui abordaient des tas de sujets différents. Aujourd'hui, le public a finalement un choix beaucoup plus réduit. On parle de sujets, de moins en moins de sujets. Et c'est vrai qu'à Hollywood, eh bien, aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est l'argent. Et comme l'argent vient d'un public assez jeune, eh bien, voilà ce que l'on a aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a des films qui sont formidables avec une technologie assez brillante, mais ce n'est simplement pas mon type de cinéma. Question, où sont les micros? Talking of interesting subject matter, now it seems to be taking place on television. Are you tempted into ever getting into television? Because, I mean, television seems to be going through the golden era that cinema seemed to be doing in the 1970s. Yeah, that's very, very true, yes. I think, particularly in the United States, nearly all the good writing is on television. It's somewhat limited in that obviously the budgets are smaller, and therefore the ambition of the films is less than the feature film. So there is a negative there. But no, I find my own approach to film is that's what I did. I was fortunate enough to make films when you could have large budgets to make films of some scale. That also had something to say, that were of serious nature. Most of television is made for a lot less money, and therefore it's a different kind of filmmaking that doesn't necessarily attract me. So that's really my answer, I suppose. But I agree with you, from the point of view of good work, it's alive and kicking on TV. Alors voilà, c'est vrai que vous avez raison, surtout aux États-Unis, effectivement les meilleurs scénaristes se trouvent aujourd'hui à la télévision. Mais c'est vrai que les budgets étant moins élevés, l'ambition évidemment est également moins grande que effectivement sur un grand écran et une distribution mondiale. Mais c'est vraiment le seul aspect négatif, si je puis dire. C'est vrai que j'ai eu la chance, comme je le disais, à l'époque, de pouvoir avoir des budgets importants et de faire de grands films, mais qui voulaient aussi dire quelque chose. Il y avait un véritable discours et de vrais sujets. Donc c'est vrai que la télévision le permet moins. C'est une autre forme de cinéma, et ce n'est pas forcément de nouveau le cinéma qui m'attire. Mais c'est vrai que j'apprécie effectivement la télévision, enfin les séries actuelles évidemment. By the way, is it really, really true that you will not film anymore? Come on. 2003, Life of David Gale? Come on. Yeah, no, I have no intention of making any more films, no. You make me very sad. No, I'm enjoying my life. Yeah, you're right. You're right. You're right. J'essayais quand même la vie de David Gale. J'avais envie de l'entendre dire peut-être aujourd'hui pour nous. Non, je vais recommencer, mais visiblement, Sir Alan Parker est très heureux avec sa vie aujourd'hui. Question, où sont les micros? Où sont-ils? Parce qu'on ne voit pas grand-chose sur les micros. Ici. Bonjour, good evening.
Greetings from the Bahamas. I was wondering which film would you want to be remembered by, and if you would mind sharing why. Thanks. Alors voilà les films dont il aimerait que l'on se souvienne. It's similar to the question here. It's I'm actually, you know, the French have the theory that you shouldn't be judged by one film, but you should be judged by a body of work. And I think it's the consistency of the work which is probably what I'm most proud of and what I would like to be remembered for, rather than any individual film, to be honest. I think it's not a very good answer, is it? But, Well, it's yours. Alors c'est vrai que c'est assez proche de la question de monsieur qui dit voilà, mais c'est vrai qu'il y a aussi une théorie que vous avez ici en France, qu'on ne doit pas juger un cinéaste sur un de ses films, mais sur l'ensemble de son œuvre. Donc c'est vrai que je suis assez fière d'avoir eu une certaine constance dans mes films, et voilà, pour être honnête, c'est plus à travers mon œuvre entière que j'aimerais qu'on se souvienne de moi. But actually, is there nothing that you're missing? I know you're doing lots of things, but aren't you missing something about movies? Maybe the film sets, nothing? well, I agree with, you know, the camaraderie of the film set is great. And I miss working with people that I worked with, you know, for many years. I love just the atmosphere of a film set. Sometimes, on the other hand, a film set can be the worst place in the world to be, but I really don't miss it. I'm sorry to tell you this, but I don't, not for 1 second. Alors voilà, je suis navrée de vous le dire, mais c'est vrai que ça ne me manque pas. Ce qui me manque parfois, c'est un peu ces amitiés que l'on crée sur les plateaux de tournage. Alors ça, évidemment, cela manque aussi, puis l'atmosphère, mais parfois certains plateaux, certains tournages sont tellement terribles, donc non, vraiment, ça ne me manque pas. Question, où est le micro maintenant qu'on vous voit? Oui, pour revenir sur la filmographie de Soren Parker, sur Birdie, qui est peut-être pas eu un grand succès, mais qui est quand même un film culte pour beaucoup de monde, dont moi-même, sur quelques précisions sur comment s'est fait l'accès au roman de William Wharton, qui a inspiré ce film, et la collaboration avec Peter Gabriel, ainsi que dans la réalisation, il y a énormément de plans incroyables dans ce film. Voilà, comment s'est passé ce tournage sur ces planches, notamment au plan qui est un plan subjectif d'un oiseau. Et aujourd'hui, on dirait que ça serait tourné par un drone. Et à l'époque, comment c'était fait, quoi. Well, now we're going to talk about Birdie, which is a cult film to many, and certainly to this gentleman. Want to know how did you get in a way access to Wharton's novel, and how did you work with Peter Gabriel as well in the film? And also, because there's some incredibly visuals, especially among the incredible visuals, there's a subjective shot of a bird that today, we would think almost it was shot with a drone, which obviously it was not. So could you tell us about this incredible experience on Birdie? Well, the script came to me as a finished script, which is very unusual because normally I write my own, but this came to me as a screenplay, and it was based on William Wharton's novel, but they had, the two writers, American writers, had changed it from Second World War to being after Vietnam, to make it slightly more relevant to contemporary American audiences. So the screenplay, and then I worked with them on the screenplay, and then we did another screenplay, and that's the one that we've filmed. And then when I finished the film, I'd edited about an hour of the film, and I had experimented with pieces of Peter Gabriel's music that I'd taken off of his old albums. And so then we asked Peter if he would come to see the film, about 60 minutes of the film. And he agreed to do the music, but he was very busy doing an album which he was very late in delivering. So I phoned his boss at the record company. It was a guy called David Geffen, Geffen Records.
and he said, I said, can I borrow Peter for just a very brief period of time? And he said, well, he's been doing this album for 3 years, so you're never going to get a soundtrack in 3 months. And so what we did, and the album that he was doing turned out to be a very successful album because it was So was the name of the album. And so we went back to all the original Peter Gabriel 24 tracks, tapes, and because so much of his music you don't hear on the album, so we would just take pieces of music that had not been mixed in to his original tracks. So everything had really already been done. He did some original stuff, but mostly it was stealing from his own tracks, really. And so that's why we were able to do it in a short period of time and prove David Geffen wrong. But that's how it came to be. And then the other part of... Did you want to answer that? Or? Yeah, maybe. Yeah. Alors ce qui est très habituel, c'est que le scénario m'est arrivé pratiquement terminé, ce qui est très rare chez moi, puisque d'habitude j'écris mes scénarios. Mais là, effectivement, c'est tiré de Ronald Walton, mais ça avait été réécrit par 2 scénaristes américains qui avaient transposé la période historique de la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient transposé au Vietnam, ce qui effectivement était plus actuel pour un public américain. Alors j'ai travaillé avec eux sur le script à nouveau, et donc nous avons en réalité filmé sur ce scénario que j'avais retravaillé avec les 2 scénaristes américains. Et lorsque nous avons fini, eh bien j'ai monté à peu près 1 heure du film. Et pendant que je montais, eh bien j'écoutais beaucoup des morceaux de Peter Gabriel, de ses vieux albums en fait. Et donc j'avais envie qu'il vienne voir les 60 minutes de mon film, et il est venu et il était tout à fait d'accord pour écrire la musique, mais en même temps il était en train de préparer un album, et il était très en retard sur cet album. Donc j'ai carrément appelé son boss, David Geffen, qui était le légendaire propriétaire des David Geffen Records, et je lui ai demandé si je pouvais lui emprunter Peter Gabriel pour quelques mois. Et donc David Geffen s'est marré et m'a dit: ça fait 3 ans qu'il travaille sur son album, je doute qu'il puisse écrire la musique de ton film en 3 mois. Et d'ailleurs c'était l'album Ce qui après qui a eu un énorme succès. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré des bouts d'enregistrements plus anciens depuis le Gabriel, qu'on entend d'ailleurs à peine mixés dans d'autres, évidemment, pistes musicales. On a mis tout cela un peu ensemble, donc on a volé en quelque sorte, avec son accord bien sûr, des morceaux de ses propres enregistrements plus anciens, et on a mis cette musique finalement qui a nappé ainsi tout mon film. Donc j'avais raison et David Geffen avait tort. Alors the other part of the question, oui, the visuals, the incredible, like, it's true, it's amazing. We had to simulate the flight of a bird, and we were in Philadelphia, and the man who invented the Steadicam, which is camera that is, which is used on many films, he had a new invention which he called the Skycam, and it was on these wires and it was all computerized, and I choreographed a quarter of a square mile of Philadelphia to be 1960s with cars and people, and we were going to fly with this new invention. We were going to fly, it's basically a camera on the end of wires. We were going to fly it around this area. And so we did it the first time, and I said, can we go faster? And the camera, we were looking at the monitor, and the camera hit the ground and just blew up. And so we'd wasted all that time, really. So we just had to think on our feet. And so we used the old Steadicam. We built ramps, and we were on bicycles, and it's one of those situations where when everything goes wrong, you really have to think of other ways of doing it, and it's an illusion of editing that we put it all together, and it seems to work. But you're right, it would be much easier to do it with a drone now. But, or even you can strap a camera to a real bird, would have been a very good. Alors,
Alors pour vous parler effectivement du vol de l'oiseau, c'est vrai qu'on devait effectivement, évidemment, filmer en simulation le vol d'un oiseau. On était à Philadelphia et du coup, on a contacté l'inventeur de la Steadicam qui en fait avait un nouveau système, une nouvelle caméra qui s'appelait la Skycam, qui était en fait une caméra aussi, qui était reliée par des fils, des filaments, etc., qui était reliée aussi avec des moniteurs, etc. Et donc j'ai essayé de chorégrapher, si je puis dire, un bout comme ça de terrain. J'ai redupliqué le Philadelphia des années 60 avec les voitures d'origine, etc. Et je voulais que cette nouvelle caméra, la Skycam, eh bien, vole au-dessus de ce terrain qu'on avait délimité. Et puis à un moment, j'ai demandé à ce qu'on aille plus vite. Et comme on était en train de tout regarder sur le moniteur, on ne s'est pas du tout rendu compte que du coup la caméra, eh bien, elle a atterri assez violemment sur le sol, et évidemment a explosé en 1000 morceaux. Ce qui fait que tout ça, tout ce qu'on avait filmé était complètement foutu. Et je me suis dit, bon ben, retour à la case départ, on va utiliser la bonne vieille Steadicam. Et là, on a pris avec des rampes, des vélos. Enfin, c'était un vrai, comment dirais-je, non pas bidouillage, mais ce qui prouve que vraiment, quand tout va mal, eh bien tout va vraiment mal. Mais finalement, c'est grâce à l'illusion du montage que vous avez vu les images qui sont là. Mais c'est vrai, vous avez raison, aujourd'hui, soit on utiliserait un drone, soit encore plus simple, on attacherait une caméra sur l'oiseau. Voilà. Question. Où sont les micros de nouveau? N'hésitez pas à les faire circuler. Donc, dernière question. Qui a le micro? Last question, where is it? Here. When I see the title, an Alan Parker film, the film that jumps out at me always is Angel Heart. I was wondering if you could tell us a little bit about that, and also, what was it like to work with Mickey Rourke and Robert De Niro at that time? Eh oui. Eh oui, Angel Heart, voilà. Mickey Rourke, De Niro, voilà, monsieur dit qu'à chaque fois qu'il voit un Alan Parker film, il pense immédiatement au chef-d'œuvre qu'est Angel Heart. The book was given to me one day at Pinewood Studios. I was having lunch, and a producer called Elliot Kastner put the book down. The book was called Fallen Angel, and on the front cover it said Raymond Chandler meets The Exorcist, which I thought that's a pretty good start. So I then rewrote the whole piece, changed it from all New York, put it in, most of it in New Orleans, and I changed so much of it that I thought it deserved a different title, which is why I called it Angel Heart. And it was, you know, I was very, very pleased with the script. Originally I asked Marlon Brando and Jack Nicholson, and both of whom said no. And then I asked De Niro if he would play Harry Angel part, and he said no, he would prefer to play the devil. And so I then had met with Mickey Rourke, and Mickey said I mustn't talk to anybody else because he was going to do it. And so we ended up with him playing Harry Angel and De Niro then playing the devil. So that's how that happened. Yeah. Alors c'est vrai que en fait on m'a donné, j'étais à Pinewood en train de déjeuner quand le producteur Elliot Kastner est venu et m'a posé un livre devant moi qui s'appelait à l'époque Fallen Angel, et le pitch c'était Raymond Chandler rencontre l'exorciste. Donc je me suis dit bon début, mais en fait j'ai tout réécrit de ce scénario, j'ai changé, ce n'était plus New York, mais c'était la Nouvelle-Orléans. Et finalement, j'ai tellement changé le propos du film que j'ai trouvé que ça ne pouvait plus s'appeler Fallen Angel, mais Angel Heart. Alors, j'étais tellement heureux de ce scénario que je suis allée voir Marlon Brando et Jack Nicholson, qui tous les deux m'ont dit non. Je suis allée voir De Niro pour lui faire jouer le rôle de Harry Angel. Il m'a dit, Harry Angel, non, mais moi, j'ai envie de jouer le diable. Alors, je suis allée voir Mickey Rourke.
Il me dit surtout, ne cherche plus, ne parle plus aucun acteur, moi je veux faire Harry Angel. Et c'est comme ça que j'ai eu Le Diable, De Niro, et Angel, Mickey Rourke. You okay? Well, it's pretty boring, but I'll have it. Okay. And then the two of them, you ask, working together, it was quite interesting because they were so terribly different. And you had De Niro, who was very meticulous, every single little detail he needed me to explain, and he was very thoroughly prepared, down to the tiniest little detail. And then there was Mickey, who was the absolute opposite, who had no preparation and just turned up. And when they did the first scene together, it was really interesting because it wasn't like an acting scene. It was more like a boxing match. And the two of them were so suspicious of one another. And then the two of them started to improvise. And then they improvised, and suddenly they weren't talking about anything to do with the movie or my scene that I'd written. So I had to bring them back to what was written. And I noticed that Mickey, his hands were dripping water, and in each hand he had an ice cube, and he was just gripping this ice cube throughout the whole scene with De Niro. And I had 2 cameras on it, which is unusual, because I never knew what would happen. You know, you were looking for something spontaneous. And that's where Mickey is so brilliant, is that he was fantastically spontaneous. He always, if something happened that was unusual, he would work with it and suddenly it would be special, most of the time. Sometimes it was nonsense, but a lot of the time it was very special. So 2 fantastically wonderful actors, but totally different in their approach. Alors voilà, c'est vrai que vous me demandiez aussi de parler un peu de leur travail. Alors c'était 2 acteurs qui avaient une approche complètement différente. De Niro, méticuleux, chaque détail, des explications arrivant hyper préparées jusqu'au moindre détail. Mickey, l'absolu contraire, aucune préparation, il arrivait. Et ce qui était formidable, c'est que la première scène qu'ils ont tournée ensemble, pour moi, reste un vrai souvenir. C'était très intéressant parce qu'en fait, ils ne jouaient pas du tout. C'était plutôt, j'avais l'impression d'assister à un combat de boxe où tous les deux s'observaient avec une extrême méfiance. Et puis soudain, ils se sont mis à improviser de plus en plus. Et soudain, je veux dire, ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils disaient n'avait plus rien à voir, ni avec mon film, ni avec la scène, ni avec le dialogue. Et à un moment, j'ai remarqué que les mains de Mickey Rourke étaient complètement... Il y avait de l'eau qui s'en échappait. Et je me suis rendu compte que pendant toute la scène, il avait retenu dans ses mains des glaçons qui donc coulaient. Et c'était sa façon à lui d'être dans cette énergie-là. Alors, c'est vrai que j'avais 2 acteurs extraordinaires qui pouvaient jouer avec finalement des choses qui arrivaient même à la dernière minute, avec de l'improvisation. Et Mickey en particulier était assez incroyable, car s'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas écrit ou prévu, la plupart du temps, bon parfois ça ne marchait pas, mais la plupart du temps, il arrivait à faire de cela quelque chose d'absolument unique et de tout à fait spécial. Donc voilà 2 fantastiques acteurs dont je me souviens encore aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci.